Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques par le cabinet avocat Landau Associés pour VK. On va parler des PICS et des PCS dans quelques instants, mais tout de suite les brefs de la semaine avec, ça y est, deux décisions du 15 mai, le Conseil constitutionnel qui donne un feu vert pour le futur mode de scrutin des communes de moins de 1000 habitants. De son côté, le ministre de l'Intérieur relance l'idée du conseiller territorial, vous vous en souvenez, loi du 16 décembre 2010 sous Sarkozy, annulée sous Hollande, réenvisagée ensuite à plusieurs reprises, y compris par le candidat Macron en 2022 et par le rapport Woerth en 2024. Mais ça ne semble pas consensuel, à suivre. Communes et EPCI à fiscalité propre peuvent bien côte à côte siéger au sein d'une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Donc on est bien sur les mêmes choses que pour les SPL, il suffit d'avoir un fragment de compétences de chacun membre de la SIC. En matière d'agents, à noter le congrès de la Fédération nationale des centres de gestion au Grand Palais de Lille du 4 au 6 juin 2025. Et puis en matière de responsabilité, un nouvel arrêt sévère de la Cour des comptes qui nous dit que un préjudice qui a existé mais qui n'existe plus est quand même condamnable pour le comptable, ce qui se discutait vraiment dans le cas d'espèce sur l'appréciation notamment du préjudice. En matière d'environnement, quelques grosses actualités aussi. Les victimes des PFAS en l'espèce peuvent demander à ce qu'il y ait un référé environnemental, mais ensuite ils ne peuvent pas former appel, nous dit la Cour de cassation, ce qui est le prolongement déjà d'une décision un peu dans ce sens-là. Et le Conseil d'État de son côté affine son contrôle sur la présence ou pas dans les espèces de ce qu'on appelait avant les nuisibles. Très bien, mais surtout il répond à une question. Est-ce que ce système-là est contraire ou pas à ce qu'on appelle le principe de prévention? Réponse non. Et environnement toujours, lancement dans les mois à venir des conférences territoriales sur l'eau. Nous en reparlerons. Voici, si n'hésitez pas à mettre sur pause, quelques détails. Et puis, les espaces naturels sensibles auront la même modalité de visite des biens en cas de préemption que pour le DPU classique. Et autre élément d'urbanisme, la proposition de loi Woerth qui a le soutien du gouvernement et qui prévoit des modifications simplifiées de PLU et des dérogations à celui-ci quand il s'agit de faire des logements et un certain nombre de choses, fait son petit bonhomme de chemin et devrait aboutir. Et il y a un certain nombre de textes en matière de santé, de médico-social et de santé sexuelle que voici, avant que d'aborder les mini-brèves, que voilà. Et que voilà. Abordons maintenant notre grand dossier, PICS et PCS, point d'étape. Car, en effet, la loi Matras a prévu, en plus d'une réforme importante, alors sur beaucoup de choses, mais notamment des plans communaux de sauvegarde, l'obligation de faire des plans intercommunaux de sauvegarde quand on a au moins une commune qui est concernée par un PCS. Bref, les intercos doivent s'en emparer. Quand on va raisonner en termes de où puis-je mettre un PC, où puis-je avoir des couvertures, héberger la population, faire de l'évacuation de masse, gérer des questions de ruissellement ou de coulée de boue, évidemment que l'intercommunalité a des compétences importantes et qu'elle ait une taille qui dépasse l'étroitesse communale. Mais en même temps, cela pose des problèmes de constitution d'équipe, sauf à faire de la mutualisation. En réalité, on va plutôt avoir des premières générations de PCS. Il y a beaucoup qui ont du mal dans le contexte actuel à conduire à des PCS ambitieux, mais ils essaient, comme les premières générations de SCOT par rapport au PLU, qui parfois étaient un patchwork de PLU existants, et puis la deuxième génération est souvent plus ambitieuse. On a souvent une démarche qui risque d'être en plusieurs étapes. Mais il y a énormément de magnifiques réalisations aussi où des territoires ont fait le travail. Voilà. Mais sauf qu'ensuite, cet échelon intercommunal n'a pas les compétences opérationnelles ou de porte-police. Donc on est bien sur l'obligation derrière de prévoir de toute manière toute une série d'arrêtés type ou déjà préparés avance en cas de convention pour l'occupation de biens. Enfin, il y a des tas de choses qui sont à organiser, pour lequel l'intercommunalité peut avoir là aussi une échelle technique intéressante. Sur la loi Matras, voici quelques autres éléments. Je vous rappelle, le référent incendie, enfin il y a beaucoup de choses. Et souvent, on oublie d'aborder la question de la responsabilité. Dès qu'on est sur ces questions-là, on peut penser à la responsabilité indemnitaire. Voici ici quelques références. Sauf quand on est dans une catastrophe naturelle. Mais sauf que on est bien sur presque toujours à ce moment-là une indemnisation due par la collectivité publique. La responsabilité pénale est bien plus dangereuse.
Sur ces questions d'indemnisation et de pénal, voici par exemple un exemple que j'ai tiré d'un ouvrage que j'ai coécrit il y a pas mal d'années sur la GEMAPI. Vous voyez l'ensemble des régimes applicables et des nuances régime par régime en cas de difficulté en GEMAPI. Vous voyez, donc c'est un exemple parmi d'autres, qui se combine avec des difficultés particulières, une singulière difficulté d'assurabilité pour ces questions, sauf CatNat bien sûr, et un autre là juridique pour les personnels, les biens et les actes à prévoir au cas par cas, y compris sur les champs d'expansion des crues, pour lesquels il faut prévoir, par exemple, dans les zones où on va accepter qu'il y a un petit peu d'eau, des questions d'information, d'évacuation, d'information sur la présence ou pas de personnes en situation de handicap qui peuvent être en rez-de-chaussée ou autre. Voici ici quelques détails de nouveau, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et souvent on me dit, bah oui, mais la responsabilité c'est terrible. Et parfois j'entends dire des choses qui ne sont plus vraies depuis au moins 2020, c'est il vaut mieux ne pas aborder certains risques que l'on sait exister si on ne sait pas les traiter. Bref, jouer l'autruche quand on ne sait pas gérer. Trouver une solution. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ce n'est plus vrai du tout. Vous ouvrez l'article L121.3 du Code pénal et vous tombez sur un texte qui vient de ce qu'on appelle la loi Fauchon. Voici une grille. On va retenir des choses simples. Si je suis la cause directe d'un préjudice, vigilance maximale parce qu'il suffira que j'ai commis une imprudence, une légèreté blâmable, une imprudence, une négligence qui a un lien de cause à effet et je serai mal. Si j'ai une règle de sécurité fixée par la loi et le règlement qui peut entraîner un risque grave et immédiat, je simplifie, là aussi très grande vigilance. Mais pour le reste, je peux graduer mes risques. Donc, ne pas faire de PCS ou PICS, c'est évidemment violer une règle fixée par le règlement, il faut le faire. Et donc là, le pénal doit être là pour rappeler le minimum à faire dans l'échéance fixée par la loi Matras. Et on est à 1 an et demi de l'échéance, au moment où j'enregistre en mai 2025. Mais pour le reste, on peut dire telle chose, on va faire telle chose dans un premier temps et d'autres ensuite, ce qui permet de marquer, de se sécuriser pour la suite. Et à ce moment-là, on pourra dans un certain nombre de cas dire qu'on n'a pas commis de faute caractérisée à ne pas traiter en une seule génération de plan communal ou intercommunal de sauvegarde les 70 ou 80 scénarios qu'on a à traiter. C'est très important, cette possibilité de hiérarchiser en fonction de l'idée qu'on se fait des risques. Attention, n'oubliez pas que parfois des risques relativement mineurs peuvent devenir très très importants, par exemple pour certaines populations fragiles, SDF ou autres. On va donc retenir une idée simple, en tout cas, c'est que cette grille que je viens de vous montrer, est-ce que je suis la cause directe ou pas d'un préjudice s'il y a un problème? Est-ce qu'il y a des règles identifiées? Est-ce que ces règles sont fixées par la loi et le règlement? À peine sinon d'entraîner un risque immédiat. Et pour le reste, comment je peux hiérarchiser? Ça veut dire que le pire, c'est de faire comme si on ignorait un risque. Il est possible, non pas de faire des demi-mesures, mais de hiérarchiser, prioriser, de ne pas aller au maximum sur chacun des points à traiter, du moment qu'on peut prouver que, étude à appui, que tout a été raisonnable. Il se trouve que le Crisis Lab de Sciences Po travaille beaucoup sur ce sujet et que le CEREMA également avec une équipe dédiée pour mettre en réseau les gens qui travaillent. Et ils ont fait ces jours-ci, cette semaine, le 15, une grande journée à Sciences Po Paris pour travailler. Alors en l'occurrence c'est au sens des agglomérations, mais les enseignements peuvent en être tirés également pour les comités de communes et autres. Une grande journée de rencontre pour que chacune des grandes métropoles ou communautés urbaines ou françaises puisse échanger sur les difficultés qui sont les leurs, les bonnes solutions, etc. Bonjour. Bonjour. Commençons par vous. Quels sont les obstacles que vous constatez sur le terrain? Alors les obstacles qu'on rencontre sur le terrain, c'est qu'il y a parfois peu de personnes qui sont formées au sujet de la prévention des risques naturels au sein des intercommunalités. Et donc, dans ce cadre, ils ont parfois du mal à s'emparer de ce nouveau sujet, étant entendu que, vraisemblablement, ils ont d'ores et déjà des tâches à mener. Et ces tâches, surtout pour les intercommunalités, où c'est nouveau, il y a quelques entrants nouveaux communaux, on a assez peu de temps pour les réaliser. Quelle est la clé du succès pour ceux qui semblent y parvenir? Dans les structures dans lesquelles ça fonctionne, effectivement, c'est qu'on a souvent un binôme technicien-élu qui se sont emparés du sujet et qui font avancer donc la problématique de plan intercommunal de sauvegarde. Et est-ce que l'intercommunalité parvient, parfois au moins, à créer une dynamique qui monte en niveau, qui aide à faire monter en niveau ceux des plans communaux qui en ont besoin? Clairement, en tout cas, l'attendu au niveau des intercommunalités, c'est que s'emparant du sujet, elles créent une dynamique à l'échelle du territoire, avec la pédagogie qu'elles vont conduire auprès des maires
elles vont pouvoir expliquer le rôle de chacun, voir comment chacun peut s'articuler. Et in fine, effectivement, l'idée c'est bien de mutualiser la ressource et de l'optimiser et de pouvoir la déployer dans les meilleurs délais avec des coûts qui soient minimisés. Et avec quelques autres difficultés à dépasser, j'imagine ? A priori, ce qu'on peut rencontrer comme difficulté aussi, c'est à l'inverse d'autres politiques sur la prévention des risques, c'est qu'il n'y a pas de financement. Le fonds Barnier, malheureusement, ne finance pas tout ce qui est en lien avec la préparation à la gestion de crise. Et c'est vrai que du coup, il y a des structures qui, allant chercher des financements à l'échelle européenne, arrivent à conduire le projet de manière un peu plus facile. Il y a une forte hétérogénéité des réalisations et des états d'avancement pour les différents PICS, notamment pour les métropoles qui ont été réunies à Sciences Po. Est-ce que ça conduit à des constats et surtout à des préconisations ? Aujourd'hui, certaines ont déjà finalisé leur plan, d'autres n'ont pas encore commencé et à la demande de quelques-unes d'entre elles, il nous a semblé très pertinent de les inviter à Paris et de travailler avec elles toute une journée pour comprendre leurs difficultés, leurs défis, les freins qu'elles rencontrent, mais aussi les leviers dont elles disposent et les besoins qui ne sont pas couverts aujourd'hui. Nous avons travaillé sur une série de recommandations pour d'autres intercommunalités qui souhaitent s'engager et qui doivent s'engager dans cette voie pour les aider à gagner du temps et à ne pas expérimenter des embûches. Plus largement, que retenir de cette journée et notamment du travail en atelier ? Alors la première chose, c'est le moment. Le moment où se passe l'atelier, c'est que, comme je le disais, les PICS doivent être terminés, expérimentés en novembre 2026. Or, juste avant, il y a des élections municipales et ça veut dire beaucoup de sensibilisation à faire aux élus qui vont arriver. Et aussi, ça veut dire peut-être ne pas pouvoir avancer à la vitesse à laquelle les métropoles souhaiteraient ou les intercommunalités souhaiteraient avancer. La deuxième, en fait, c'est la nécessité de créer un lieu de rencontre avec et pour une rencontre entre les métropoles qui, elles, en fait, souhaitent travailler sur des sujets particuliers, notamment aujourd'hui, ce qui est ressorti très fortement, c'est la nécessité de travailler sur les évacuations massives, en cas d'inondation, par exemple. Donc ça, c'est un enjeu pour beaucoup d'entre elles. Aussi, le fait d'être reconnu et d'intégrer le paysage pleinement comme un acteur auprès en tout cas aux côtés du couple maire-préfet, par exemple. Et dans ce paysage, sont les traits communs ou les divergences entre intercommunalités qui frappent le plus ? Je dirais il y a les deux. Il y a les deux. D'abord, il n'y a pas une métropole qui a le même organigramme que l'autre. Il n'y a pas un endroit où le service qui est chargé des PICS se trouve au même endroit. Et d'ailleurs, souvent, en regardant de plus près, on se rend compte de la dimension et de l'importance que ça a dans la métropole et aussi des moyens qui sont accordés. Et justement, en parlant de moyens, qu'est-ce qu'elles ont toutes comme point en commun de difficulté ? Le premier, c'est les moyens à disposition. C'est le personnel, c'est aussi parfois la disponibilité d'une expertise interne et puis aussi le fait de travailler avec, j'allais dire, des plans en fait de l'État qui arrivent aussi au fur et à mesure. Le plan PICS, par exemple, est sorti il y a quelques temps, mais il est sorti quand même en 2024. Et la loi était en 2021. Ce n'est absolument pas un reproche, attention, mais ce que je veux dire, c'est que pour les métropoles aussi, c'est la nécessité de pouvoir s'appuyer sur une documentation parce que elles apprennent en marchant. Elles apprennent toutes en marchant. Et c'est quelque chose qui revient, qui est revenu en tout cas toute la journée. Après, il y a plusieurs formes d'intégration de ce sujet. Vous avez les villes qui intègrent les métropoles, donc le service de la ville qui est aussi celle de la métropole. Vous avez l'inverse, vous avez la métropole qui intègre le service de la ville, et puis vous avez des endroits où la métropole et la ville n'ont aucun lien, j'allais dire organique. Les uns font leur PICS, les autres font leur PCS, et puis on a par exemple même des endroits où on a complètement externalisé ce travail. Oui, et puis c'est une réalisation qui impose de communiquer. Et sauf qu'on s'approche d'une période, à partir du 1er septembre pour l'essentiel, où on pourra moins communiquer. Période préélectorale, notamment article 51, deuxième alinéa du code électoral oblige, etc. Comment gérer tout ça ?
le cas de l'exercice de La Rochelle-Agglomération, auquel j'ai assisté, avec 28 communes qui ont joué en même temps que la ville, la métropole, la préfecture. Donc c'est quand même un exploit, parce que c'est quelque chose d'extrêmement, j'allais dire, difficile et lourd à monter. Bon, c'était aussi un moment où chacun des élus dans sa commune a joué l'exercice, a informé sa population. Donc c'est un moment de communication très importante. Donc comment faire un exercice, par exemple, de grande ampleur, on va dire, en plein élection? C'est compliqué. Reste que vous recensez nombre de territoires qui ont eu d'intéressantes réalisations. Alors il y a pas mal effectivement de territoires qui font de belles choses, et je pense que la plus belle chose qu'elles arrivent à faire, effectivement, c'est à fédérer un réseau avec l'ensemble des communes et des correspondants qu'elles arrivent à mettre en place au sein d'elles pour créer cette dynamique territoriale qui fait que finalement, même sans avoir un plan qui soit très précis de manière rédactionnelle, en fait, arrive à développer des choses et à mettre en place ce qui est attendu à l'échelle intercommunale. Et à quel stade, selon vous, faut-il associer les SDIS et les autres services extérieurs, y compris préfectoraux, bien sûr? S'agissant de préfecture et les services départementaux d'incendie et de secours, c'est clairement des acteurs avec qui, in fine, il faudra travailler. Donc, au plus tôt on les injecte dans le processus d'élaboration, au mieux c'est, même s'il n'est pas évident qu'ils soient présents à toutes les étapes pour autant. Et puis bon, il faudra aussi capitaliser sur le retour d'expérience, bien sûr. C'est aussi les sujets sur lesquels les métropoles ont eu le plus de mal à travailler, en termes de nécessité d'expertise scientifique, par exemple, et d'accompagnement. Là, on propose aujourd'hui à toutes les métropoles qui le souhaitent de se manifester pour travailler sur des sujets particuliers. Ça peut être la prise de décision, ça peut être l'évacuation massive, ça peut être aussi le confinement, ça peut être aussi des événements qui sont inédits, sur lesquels on n'a pas eu d'expérience dans notre pays. Ça peut arriver. Un dernier conseil ? Inscrivez-vous au club PICS et vous apprendrez tout un tas de choses au travers des différents membres qui partagent leur expérience et leur production. Eh bien, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.